Europe 1, 2022. Pierre de Villeneuve. Europe 1 2022 avec Philippe Val qui est resté en studio. Rebonjour mon cher Philippe. Bonjour cher Pierre. Et avec Mathilde Siro, grand reporter au service politique du Point. Bonjour. Bonjour. Alors on parle de beaucoup de choses, on va parler de la politique intérieure dans un instant avec Mélenchon, avec Zemmour, avec la majorité, avec ce Premier ministre qu'on attend désespérément. Peut-être commençons par la Finlande qui fait un grand pas vers l'OTAN et évidemment Philippe Val, ça pose quelques questionnements. Ça pose aussi quelques questionnements, mais on comprend les Finlandais. Ils ont une lourde expérience. Ils ont eu une guerre en 39, je crois, si j'ai bonne mémoire. Les Russes les ont envahis et ce petit pays a repoussé l'armée soviétique à l'époque, ce qui les a mis dans une situation infernale pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'ils se sont retrouvés du côté des Allemands alors qu'ils n'étaient pas du tout nazis. Enfin, ils ont une histoire vraiment tragique. Ils s'en sont sortis en 47 avec les accords de Paris au prix d'une neutralité qui était en fait une tutelle pénible de l'Union soviétique sur leur politique étrangère, sur leur économie, alors pas sur leur régime intérieur parce que c'était une démocratie, mais ils ont beaucoup souffert. Et vous voyez, quand on regarde la carte, ils sont dans un espèce d'étau, ils font tampon entre la Russie et l'Europe du Nord. Il y a Kaliningrad qui est pas loin. Ils sont menacés par la folie de Poutine, évidemment. Et vous avez vu la réponse d'ailleurs du Kremlin, ah oui, qui allait faire des attaques militaro-techniques, Mathilde Siro. Alors c'est pas nouveau. Vladimir Poutine, le Kremlin, nous ont donné l'habitude d'avoir ce genre de réaction, toujours cette menace de plus en plus forte. C'est épidermique ou c'est une menace à prendre en considération, d'ailleurs, de quelle façon? C'est difficile à évaluer. Ouais. En tout cas, il y a quand même une logique à ce que la Finlande et même la Suède veuillent renforcer ce qui était déjà un partenariat avec l'OTAN, et ça renforce d'autant plus cette alliance militaire dont on avait dit, un certain Emmanuel Macron avait dit qu'elle était en état de mort cérébrale. Ouais. Là, ça relance cette alliance-là et ça pose aussi des questions effectivement sur le niveau de menace et de réaction que pourrait avoir la Russie. Oui, et puis Poutine déteste la Finlande et les Finlandais parce que ils ont adhéré à l'Union européenne. C'est un de ces pays nordiques qui ont non seulement adhéré à l'Union européenne, mais aussi à l'euro. Ils ont la monnaie. Donc ce sont des Européens convaincus, tout ce que déteste Poutine. Et tout en étant un partenaire commercial de la Russie. Donc, tout en étant évidemment c'est un peu, forcément un partenaire commercial. C'est le en même temps finlandais. Oui, mais c'était le en même temps de l'Europe du Nord, de toute l'Europe du Nord, y compris des Allemands. Voilà, avec le gaz et le pétrole. Bien voilà, sûr. c'est pas une exception. Mais ce sont des Européens convaincus et les pays de l'Europe et de l'euro généralement sont dans l'OTAN. La plupart. Donc, alors, parlons un petit peu de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il en a été question dans le billet de Catherine Ney, dans cette carte blanche. Finalement, pas de surprise de cette non-reconduction aux législatives. Il se concentre sur son souhait d'être un super Premier ministre, balayant d'un revers de la main le second tour de la présidentielle. Oui, il avait effectivement laissé entendre qu'il ne se représenterait pas comme candidat aux législatives. Mais enfin, cette stratégie est un petit peu étonnante et donc elle questionne sur ce que Jean-Luc Mélenchon a derrière la tête. Au-delà, effectivement, de vouloir imposer cette cohabitation avec Emmanuel Macron et de laisser entendre qu'il pourrait être Premier ministre, on se demande quel est vraiment son dessein. Est-ce qu'il veut se concentrer sur 2027 ? Est-ce qu'au contraire, il veut prendre un peu de retrait, un peu de champ par rapport au chaudron du Parlement ? Tout ça n'est pas clair. Alors on voit que les Insoumis disent qu'ils voudraient se concentrer sur l'international, mais avec un groupe qui pourrait être beaucoup plus important entre 2022 et 2027, on a du mal à penser qu'il se retire des questions nationales à venir. Oui, surtout qu'il y en a quand même quelques-unes à venir. Philippe Val. S'il se concentre sur l'international, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il va pouvoir étudier un peu le cas de Poutine et découvrir un peu son caractère et ses ambitions et la nature de son régime. Ce serait quand même une bonne chose qu'il prenne conscience de ça, Mélenchon. Non, le fait qu'il se présente pas à Marseille est très étrange. Alors on peut faire que des hypothèses parce qu'il a donné aucune explication. Mais
il y a quelque chose comme ça chez Mélenchon. Il est monté en grade, Mélenchon. Il est monté en grade. Il est monté en grade. Il est devenu le candidat de toute la gauche. Et c'est comme si vous voulez, le ministre des PTT veut pas devenir facteur. Donc il veut pas redevenir député. Il est rien, il est tout. C'est un gourou, il représente Dieu d'une certaine façon. Mais du coup, ça peut être mal pris. C'est un risque, c'est un risque. Mais il est au-dessus d'être député, il est au-dessus de tout ça. Il est le grand commandeur de la bonne pensée de gauche, vous voyez. Donc député, c'est que dalle, quoi. Vous voyez, il y a un problème chez lui comme ça. Il est stratosphérique en ce moment, Mélenchon. Et c'est pour ça, je pense qu'il veut pas être député. Puis ensuite l'aller-retour Marseille, comme le disait Catherine, ça doit le fatiguer au bout d'un moment, surtout qu'il n'en a pas fait beaucoup. La clim du train. La clim du train, ça lui donnait. Vous vous rendez compte, ça tient un peu de choses. La sinusite. Ça tient un peu de choses d'être député à Marseille quand on habite principalement Paris. Et au-delà de ça, il reste quand même à la tête de cette grande entité qu'est le NUPES. Je crois qu'on dit NUPES et non pas NUPES. C'est une entité, oui. Oui, mais c'est une entité. Mais alors, pour la diriger... pour la diriger, enfin... Mathilde, comment on fait pour diriger ça? Alors, bonne question. Et d'ailleurs, on va voir combien de temps ça tient, ne serait-ce que pour la campagne des législatives. Il reste encore... un mois de campagne. On voit qu'il y a quand même des profils, Catherine Ney en a parlé, parfois un petit peu étonnants. Est-ce que cette alliance, quand même aussi largement de circonstances, va tenir? Et quelle sera la cohésion, la cohérence ensuite à l'Assemblée, si ce n'est une opposition certainement assez frontale à Emmanuel Macron? On verra. Et surtout, est-ce que cette alliance de gauche sera solide et s'inscrira vraiment dans le paysage. C'est assez amusant, je ne sais pas si amusant est le terme, mais on parle beaucoup de cette composition de NUPES, c'est-à-dire à la fois le Parti Socialiste qui a dû renoncer à certaines choses qui, fondaient le dogme du PS, Europe Écologie Les Verts, etc. Et on parle peu de la composition des LFI elle-même, c'est-à-dire que à l'intérieur de la France insoumise, il y a quand même, des fondamentalistes, et puis il y a une mouvance qui est vraiment complètement très loin de... Si vous prenez Daniel Obono, par exemple, et Adrien Quatennens, c'est pas du tout le même profil, c'est pas du tout la même pensée. Vous avez raison. Mais parce que, évidemment, Adrien Quatennens, même si on peut ne pas partager ses idées, mais enfin, c'est un républicain qui est fidèle à quelques standards de la République, on pourrait dire. Standard. On va dire. Ouais. Quelques tubes de la République. Ce qui n'est pas le cas de Daniel Obono. Et alors, comment diriger un parti pareil? Évidemment, sur des questions aussi fondamentales que l'Europe, l'OTAN, la laïcité, l'universalisme, tout ça. La laïcité, on peut même y passer un quart d'heure. On peut passer du temps là-dessus. Donc, c'est extrêmement difficile. Est-ce que ça vaut le coup de se rassembler tous sur une seule raison, sur une seule cause, qui est peut-être la haine de Macron ou de la social-démocratie, de Mélenchon? C'est impossible. Il y a quelque chose de bizarre dans cette coalition. Il y a peut-être, la version pessimiste, c'est que ces petits partis ou ces partis devenus petits cherchent à sauver des petites féodalités locales, des petits postes. C'est des questions d'argent et de pouvoir. Et ça fait triste, si vous voulez. Il y a quelque chose de pas très lyrique. C'est à se demander, Mathilde Sirot, si finalement cette grande coalition, ce grand NUPES, est-ce que c'est pas, comme le dit Philippe, finalement de la politique électoraliste où on cherche à sauver des fiefs plutôt que, comme on le met en avant, faire le 3e tour de la présidentielle, avec une idéologie derrière, avec un slogan pour le pouvoir d'achat des Français, sauver la France des griffes de Macron qui veut anéantir. Enfin, il y a quand même deux façons de voir les choses, non ? C'est les deux à la fois, certainement, parce que vous allez nous faire du en même temps. Voilà, c'est ça. Ils ont regardé, bien sûr, les résultats à l'élection présidentielle, et donc un certain nombre de députés sortants et de candidats à la législature ont bien vu que l'intérêt pour eux était de se regrouper, parce que sinon, ils n'y arriveraient pas. Donc, bien sûr, il y a un intérêt électoral. On a parlé aussi, il y a le financement des partis derrière qui est une donnée importante.
Et ce qui rassemble tout ce beau monde, c'est quand même l'opposition à Emmanuel Macron, la volonté de ne pas lui donner un blanc-seing pour 5 ans, et peut-être de prendre une revanche, que ce soit dans les urnes en juin, ou même dans la rue, parce que c'est aussi une menace qu'ils agitent régulièrement. Surtout celle-là, je pense. C'est la menace principale. Mais vous savez, vous parliez de slogan. C'est très important cette histoire parce que, en gros, le peuple français, pour employer des grands mots, a besoin qu'on lui parle. Et les populistes, contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs, les populistes de droite comme de gauche, ce sont pas du tout des gens du peuple. Ce sont des élites qui parlent au peuple. Les populistes, c'est pas du tout pareil. Mais ce sont eux qui savent parler. Ce sont eux qui... C'est l'extrême droite et l'extrême gauche qui actuellement élaborent un discours ronflant, lyrique, avec des slogans, des tribuns. Actuellement, tout le centre, et la gauche, le centre-gauche, le centre-droit, n'a pas de tribun et ne sait pas parler. La raison n'a pas d'éloquence. Alors que les extrêmes en ont. Et finalement, tous les partis, on pourrait dire raisonnables de la gauche, qui n'ont pas d'éloquence, sont venus s'abriter sous l'éloquence un peu folle de Mélenchon. C'est ça, on pourrait dire, c'est sa grande éloquence, pour être poli, qui a rassemblé tout le monde. Mais c'est pas avec ça qu'on gouverne. Alors, en parlant de tribun, il y avait quand même Zemmour, qui lui, pour le coup, y va. Avec Reconquête. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Oui, c'était pas acquis parce que Reconquête n'est pas très implanté en tant que nouveau parti, c'est bien normal. Marion Maréchal Le Pen a dit, elle, qu'elle n'y allait pas. Il y a un doute sur Guillaume Pelletier, qui est le seul député sortant en fait de Reconquête. Ça s'est un peu délité après le second tour, en fait. Voilà, avec un score qui était très décevant. Éric Zemmour donc a décidé de lui se lancer. Peut-être aussi pour donner un peu d'élan, donner un peu l'exemple à ces troupes, certains candidats qui vont mener la campagne. Sur les braises. Oui. Dans le Var, où il a effectivement réalisé un bon score, mais il sera face à un candidat RN, donc la division là avec le Rassemblement national, ça va leur coûter cher. Oui, il n'y a pas beaucoup de circonscriptions, il peut aller. Alors, pour un candidat qui pensait représenter le peuple et les colères du peuple, il a fait un clip de campagne où on le voit à Saint-Tropez, en train de jouer à la pétanque, il est bronzé en short. Je ne sais pas si c'est un programme très sérieux, mais le fait est que dans cette zone-là du pays, il a des chances de faire quand même quelques voix. Enfin, Oui, il a de multiples tenues. On l'avait déjà vu en tenue de foot. Il avait essayé de faire une partie de foot dans un des stades du frère Zidane. D'ailleurs, il avait été remercié finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Oui, c'est vrai, En attendant, non pas Godot, mais en attendant le Premier ministre, puisque on attend toujours la voix de Brigitte Bardot à Saint-Tropez. Nous avons la fumée blanche qui n'est pas encore sortie des cheminées de Matignon. Tout à l'heure, Aurore Berger, quand j'évoquais le nom d'Audrey Azoulay, d'abord, elle nous disait quand même qu'elle était persuadée que Emmanuel Macron avait pris sa décision et que c'était certain, qu'on savait déjà. On espère pour lui, oui. Et ensuite, sur Audrey Azoulay, c'est quand même le nom qui revient souvent. J'ai pas l'impression que c'était un démenti catégorique. Alors, on va pas non plus sortir notre boule de cristal parce que c'est pas le genre d'Europe 1, mais qu'est-ce que vous pensez de cette attente face à ce Premier ministre qui n'a toujours pas pointé le bout de son nez, Mathilde Sirot? Oui, Emmanuel Macron cherche le successeur à Jean Castex, plutôt une femme, ça on l'a compris. La successeur, alors. Voilà, ce sera une première ministre a priori. Quel profil pour remplacer Jean Castex? En fait, il aimerait bien Jean Castex au féminin, c'est-à-dire une personnalité qui connaisse l'État. On est loin d'Audrey Azoulay, là. Qui est de l'expérience. Elle a quand même eu une expérience politique, mais elle n'est effectivement pas élue. Et quelqu'un avec qui ce soit agréable de travailler, que ce soit efficace de mener l'action du gouvernement. Il a dit à Berlin qu'il avait trouvé son Premier ministre, donc on ne sait pas vraiment si c'est le cas, à vrai dire, mais on devrait connaître son nom, a priori, d'ici le début de semaine. Philippe Val ? On parlait d'éloquence tout à l'heure. Je pense que
les Français, on le voit bien quand on lit les études d'opinion et les livres de Jérôme Fourquet, ont besoin de personnalités qui les fédèrent et qui leur fait aimer ensemble quelque chose, quelques bricoles fondamentales, la République, le succès de la France, les bricoles fondamentales. Oui, c'est terrible. C'est terrible ce que vous dites, Philippe. Enfin bon, vous voyez, c'est des euphémismes, mais de rassembler les gens sur des choses importantes, en tous les cas, et donc quelqu'un qui sait parler, qui a une grosse présence et qui passe beaucoup de temps avec les Français à parler aux Français. Il a intérêt à trouver une personnalité comme ça. Je ne sais pas si Audrey Azoulay aimera faire ça, si c'est elle, si elle a l'expérience de ça, je n'en sais rien, mais c'est un métier difficile qui va demander sans doute beaucoup de présence et d'écoute et de conviction pour parler aux gens et d'engagement auprès des gens. Et ça va être un Premier ministre ou une Première ministre investi d'une tâche humaine, psychologique très complexe. Et qui ne fera pas d'ombre au président de la République. On peut pas ne pas faire d'ombre, c'est la loi. Quand il fait soleil, on fait de l'ombre. Philippe Val et Mathilde Sirot, merci beaucoup pour Élysée 2022 sur Europe 1.